Ok, on part en voyage. Je commence par l'île de Vatotel, en Italie. On passe ensuite à Gibraltar, puis on fait un saut dans notre jardin, à Loubian, à côté de Montpellier. On monte sur le terril d'Abarets, à côté de Nantes, et on finit sur l'avenue de Paris à Passy. L'île de Vatotel, c'est une île minuscule qui fait 800 mètres de large sur 3 km, un haut lieu de la migration des oiseaux et un centre de recherche ornithologique mondialement connu et le plus gros centre de bagages en Italie. Les passereaux volent de nuit, éviter la prédation. Là, c'est pris en vol à l'arrivée sur Vatotel. C'est une fauvette des jardins, c'est Diabori. Et hop, la pile va impacter. Tu peux appuyer sur la flèche là, et ça lance. Je voudrais que ça se dise. Voilà, ma fauvette, elle est plus dans un filet. Elle n'est pas morte. Elle va être détachée par des doigts amoureux et experts pour être étudiée sur toutes les foutures. Et on a entre autres ça. Quelque chose de curieux, cette idée de l'hybride, c'est pas un hybride, c'est qu'on est en accumulation de pollen et de nectar sous le bec. Pourquoi? Parce que la fauvette a besoin de repartir 12 heures après. La prochaine nuit, sa pause migratoire dure juste la journée et elle va essayer de reconstituer ses sources d'énergie le plus rapidement possible. Et pour elle, le plus efficace, c'est d'aller aux fleurs et de boire le nectar. Photo! Ça marche pas votre truc, hein? Non? En plus, j'ai besoin que ça envoie. Voilà. Et là, on a un oiseau migrateur qui devient un oiseau pollinisateur parce que son cou frotte contre les étamines. Alors, c'est assez curieux parce qu'il y a un impact sur le paysage. Il y a tellement d'oiseaux migrateurs, il y en a partout, c'est absolument génial pour observer les oiseaux de près, que la flore est modifiée. Les plantes pollinisées par les oiseaux qui viennent boire le nectar ont un avantage compétitif et l'île de Vintotène est couverte de plantes qui sont pollinisées par les oiseaux. Ah! Photo, ça marche. Une autre, photo, là, on est sur de la mauve arborescente et le pollen s'est accumulé sur le dessus du bec. On a ces photos magnifiques d'oiseaux pollinisateurs. Il faut que je m'approche là de votre truc? Ah, c'est bon. Ce qui est intéressant ici, c'est que la fauvette ne reconnaît pas l'origine des espèces sur lesquelles elle vient boire du nectar. C'est tout bon pour elle. Ici, on a une fauvette qui vient d'Afrique et qui monte vers la Suède et qui boit du nectar sur un callistémon qui vient d'Australie. Et ça permet de faire des rencontres colorées magnifiques. Le loriot arrive directement d'Afrique du Sud. Incroyable, il arrive directement d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui est indigène et exotique pour lui? Il traverse les frontières et il vient boire du nectar sur le callistémon. Donc les oiseaux avétotaines, pour nous, c'est un modèle d'étude sur les interactions en dehors des frontières biologiques. On file à Gibraltar. Ah, c'est bon. Point de passage de 40 millions d'oiseaux migrateurs chaque année. On a des cartes magnifiques des migrations. Le rôlier, là, il est en bleu sur ma carte. Il vient d'ici, il monte et hop, et c'est l'un des points de passage des rôliers. Et on a les guépiers, et on a les huppes, et on a le faucon d'éléonore, tous ces oiseaux magnifiques qui passent. Et ces oiseaux migrateurs, ils viennent se reproduire en Europe, et hop, photo. Ils viennent interagir dans les chaînes alimentaires, là aussi, en dehors de leurs frontières biologiques. Et ces oiseaux sont en pleine expansion, donc on ne peut pas dire qu'il est migrateur et qu'il s'arrête là. Non, il va monter avec le changement climatique. On n'a pas seulement les oiseaux qui migrent à Gibraltar, mais de très nombreux insectes, dont la vanesse des chardons, 15 000 km en voyage en boucle, comme un oiseau migrateur chaque année, 3 générations pour monter, une seule génération pour descendre. Photo. Et on a des plantes, un hotspot migratoire depuis donc 6 millions d'années. Ici, une Aristoloche baetica qui appartient à l'Europe et qui appartient aussi à l'Afrique. Photo. Et on a un enrichissement floristique récent, extrêmement important à Gibraltar, grâce au jardin botanique de l'Alameda, mais aussi à tous les jardins privés et beaucoup de plantes, parce que le climat est très favorable, beaucoup de plantes qui se sont naturalisées, d'où un point d'étude sur la migration croisée des espèces végétales et animales. Bon, ici, c'est de l'Asclepias curacivica qui vient d'Amérique du Sud, qui s'est naturalisé à Gibraltar.
L'Asclepias curaçavica qui a une longue période de floraison, et là, c'est pour le nectar qu'il est intéressant pour un bourdon. Et parmi les nombreuses espèces naturalisées à Gibraltar, ici l'Oxalis pescaprae qui vient d'Afrique du Sud et qui est une remarquable ressource en pollen précoce dans l'année puisqu'il fleurit dès le mois de janvier-février pour les premiers cirfes migrateurs qui remontent d'Afrique pour monter vers l'Angleterre. Ah, c'est le cirfe ceinturé. Et hop, un peu avant, merci. Non, là, très bien. Et ici, la carte de la sécheresse extraordinaire qui s'est abattue depuis quelques années en Espagne et l'intérêt des plantes naturalisées à Gibraltar qui résistent beaucoup mieux à la sécheresse que les plantes autochtones et qui permettent une continuité des ressources en nectar et en pollen. Donc ici, oui, là, on avait une oh, c'est pas grave, allez, c'est bon. Et parmi les plantes naturalisées à Gibraltar, certaines constituent de nouvelles plantes hôtes pour des insectes eux-mêmes migrateurs. Alors là, c'est des migrations enchaînées complexes. Là, c'est le grand monarque, Danaus plexippus. Et là, c'est la chrysalide et la chenille du grand monarque. Le grand monarque, vous le connaissez, c'est l'insecte migrateur le plus connu au monde, qui fait sa migration annuelle en 3 générations pour monter du Mexique vers le Canada, une seule génération pour redescendre. Et puis quelquefois, il se gourre, il traverse l'Atlantique par erreur. Et depuis toujours, il y avait des grands monarques qui étaient signalés en Europe depuis des siècles, mais ils ne pouvaient pas s'installer en Europe parce qu'en fait, il n'y avait pas les plantes hôtes pour ces chenilles. Les chenilles ne mangent que des asclépiadacées. Or, on a 2 plantes exotiques envahissantes naturalisées dans tout le sud de l'Andalousie, Gomphocarpus fruticosus et Asclepias curaçavica, qui sont 2 asclépiadacées qui ne viennent pas de la zone d'origine du grand monarque. C'est là où c'est rigolo. L'une vient d'Amérique du Sud, l'autre vient d'Afrique du Sud. Et comme elles sont naturalisées envahissantes, en fait, elles sont régulées, leurs populations sont régulées par une population envahissante de grands monarques. Et là où ça devient encore plus rigolo, c'est que ce grand migrateur célèbre, qui est l'emblème des insectes migrateurs au monde, est devenu patapouf, il a mis ses pantoufles et il est devenu résident en Andalousie parce que les conditions d'accueil sont plus favorables en Andalousie que dans son pays d'origine. Et voilà mes fauvettes hybrides. On a pour ceux qui connaissent Gibraltar, et si vous n'y êtes jamais allé, je vous invite à aller boire une bière dans les pubs de Gibraltar, entre l'ancien cimetière juif et la nouvelle grande mosquée qui est à la pointe sud de Gibraltar, on a des grands talus qui sont couverts par une plante exotique envahissante remarquable, qui est l'Aloe arborescens, et qui est couvert d'oiseaux. Et ces oiseaux viennent boire le nectar de l'Aloe arborescens. Ça vous plaît? Moi, j'adore. Je suis capable de laisser tomber les emails et pendant 3 heures disparaître, me mettre sous ma tente avec mon trépied, voir combien de temps je peux rester sans bouger à l'affût et attendre et arriver à ça. Donc ça, c'est dans notre jardin. On arrive dans notre jardin maintenant, et je suis toujours à l'affût. Et j'ai lu quelque part dans mes recherches biblio que les Anageris foetida, originaires de Grèce et de Turquie et naturalisés en France, étaient attractifs pour leur nectar dont se nourrissent les fauvettes. Je me suis installé, on a de l'Anageris foetida dans le jardin, notre jardin expérimental où il y a environ 1000 espèces et variétés qui viennent du pourtour du bassin méditerranéen, et j'ai attendu, et miracle, je n'avais jamais observé, c'est un nouveau regard sur les paysages. D'une part sur les interactions et surtout sur les interactions entre des espèces, des interactions positives entre des espèces qui viennent d'ailleurs. Donc c'est notre jardin. Et voilà, on étudie d'une part pour les oiseaux. Ici, c'est un rouge-queue noir qui est en train de grignoter des fruits de Rusca aurelia. On étudie les disséminateurs, les vecteurs de dissémination. Le Rusca aurelia est originaire de l'Est du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient et il est naturalisé autour de la Méditerranée depuis 2000 ans. Ici, on a un rouge-queue noir également en vol stationnaire devant des fructifications de pistachiers de l'Atlas. Je vais vous raconter pourquoi on s'intéresse tant aux pistachiers de l'Atlas. Mais on étudie au travers du comportement des oiseaux l'écologie de la germination. Ici, qu'est-ce qu'il fait un vol stationnaire? Ça dure environ 2-3 secondes et c'est absolument magnifique.
et il va directement au bon fruit qui est un fruit violet. Alors il faut imaginer que dans ces fruits rouges, il y a quelques fruits violets et c'est uniquement ceux-là qui sont plus riches et plus attractifs pour les oiseaux, d'une part, mais d'autre part, parce que c'est bien foutu, il y a uniquement ceux-là qui vont germer parce que leur embryon est fertile. Tous les fruits rouges ont un embryon stérile, soit parce qu'il y a eu un défaut de synchronisation dans la pollinisation entre les mâles et les femelles des pistachiers, soit parce que le pistachier, avant tout, il n'est pas connu pour ça, mais c'est la plante hôte d'un insecte, d'un micro-hyménoptère qui vient pondre dans les fruits et qui détruit l'embryon. Et l'oiseau disséminateur ne dissémine que les fruits dont les graines vont germer. Là, c'est une photo prise en 2011, quand on a fait un grand voyage botanique en Syrie, les steppes arborées entre Alep et Damas, l'environnement naturel du pistachier de l'Atlas, et nous intéresse pour ça, entre autres, sa résistance à la sécheresse fabuleuse, mais aussi sa résistance au froid. Il fait partie d'un petit groupe d'arbres sur lesquels nous travaillons. Alors nous ne sommes pas une grande pépinière forestière ou de diffusion pour les villes, nous sommes une pépinière expérimentale pour préparer les gammes du futur. Et on travaille sur le pistachier de l'Atlas, on travaille sur le Tetraclinis articulata qui vient des montagnes du Maroc et du sud de l'Espagne, on travaille sur les cyprès, le cyprès de l'Atlas qui est sur la route du Tizientes au-dessus de Marrakech, et on travaille sur le Cupressus du Présiana, entre autres. Alors, le contexte général de ce travail sur ces plantes exotiques qui ne viennent pas forcément de très loin, mais non indigènes au sens strict, au sens végétal local, le contexte, c'est les sécheresses extraordinaires qu'on a connues depuis quelques années dans le sud de la France et qui font qu'il y a un effondrement des ressources en nectar et en pollen, ce qui fait que nos garrigues deviennent des garrigues silencieuses parce qu'il n'y a ni insectes ni oiseaux. Et c'est une interrogation phénoménale pour l'avenir. On a ici, encore un petit coup de romarin, là. On a ici un romarin en Corse, et on est en plein hiver, il devrait être en pleine fleur. Il est en dormance estivale, à limite extrême avant de mourir. Quelques photos ensuite. Ici, rapidement, Cap Corse brûlé par la sécheresse. Ensuite, on a les paysages du sud de la France qu'on a eu pendant 3 ans, tout cramé, y compris le chêne vert. On a beaucoup parlé du chêne vert, mais sa vocation, il ne pousse plus le chêne vert, il diminue. C'est ce qu'on appelle les descentes de cime. Petit à petit, ça devient des arbrisseaux, ils vont repousser comme des arbustes, ça va ressembler à des filaires. On perd nos arbres. Et qu'est-ce qu'il y aura à la place? Soit on aura un désert biologique au sens des interactions, ou alors il va falloir qu'il y ait d'autres espèces qui prennent le relais. Pas d'autre choix. Ici, les pins d'Alep en train de mourir sur pied près de Cadaqués en Espagne. Et ici, à côté de Banyuls, un endroit, on a un partenariat de recherche avec le petit jardin botanique de Banyuls, peut-être l'endroit le plus sec de France. En plein printemps, quand les cis de Montpellier devraient être en fleurs, ils sont en train de mourir. Pas une fleur, pas un insecte, pas un oiseau. Ce qui donne un nouveau rôle au jardin. Des zones refuges pour les insectes et les oiseaux, parce que dans les jardins, il y a une diversité de plantes d'origine variée qui permet des ressources en pollen et en nectar infiniment plus diversifiées que dans la nature environnante. Et on s'intéresse moins pour les évaluations de la biodiversité à des listes d'espèces, comme on faisait autrefois, mais à des listes d'interactions entre les espèces, ce qui donne ce type de schéma. Là, c'est une publication des entomologistes de l'INRA qui ont étudié un petit jardin avec des plantes exotiques sur l'île de Porquerolles, et qui ont découvert, mais il y a de très nombreuses publications scientifiques qui vont toutes dans la même direction. La diversité des interactions entre les plantes et les insectes est infiniment supérieure, toujours, dans les jardins que dans la nature, sous réserve que dans les jardins, on ait une bonne diversité mélangée de plantes indigènes et de plantes exotiques. On passe. Alors, un cas d'étude. Le pollen de l'homélosia. En fait, le pollen est le nectar. Mais là, je suis content de ma photo de pollen, alors je vous montre le pollen. Une photo prise au travers d'une loupe binoculaire avec des techniques très particulières. Le pollen de l'homélosia, qu'est-ce que c'est l'homélosia? C'est comme une scarbieuse arbustive, et il y a plusieurs espèces. Elles viennent des Baléares, de Crète, selon les espèces. L'homélosia cretica, Minoana, albocincta. Elles ont toutes du pollen de la même couleur, et ce pollen, très caractéristique dans sa couleur, est assez facile à pister sur les insectes, donc on peut voir facilement quel insecte a pris tel pollen.
On passe. Alors ici, on a une abeille sauvage, parce qu'on a pas mal parlé des abeilles, mais plutôt orientées abeilles mellifères. Et j'adhère à 100% sur le langage de notre collègue, là, avec le pollen comme l'une, et le nectar comme l'une des ressources principales sur la chaîne des écosystèmes. Mais aussi, il faut penser au sol et à la vie dans le sol. C'est les deux grandes sources. Donc là, c'est une abeille sauvage, c'est une Osmia curulescens, qui est une abeille spécialisée qui, normalement, prend essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement du pollen sur les fabacées. Donc c'est un pollen jaune, assez facile à voir. Elle est sur le point, prise en plein vol, au téléobjectif posé sur trépied, et elle est sur le point d'entrer dans un hôtel à insectes. Alors ce qui est sympathique, c'est cet hôtel à insectes, il est particulier, on peut passer... Et parce qu'il a des tubes translucides, et c'est moi qui fabrique ça, là, entre 11h du soir et minuit, là, quand j'ai répondu à tous les emails de Stan et de Véronique et des autres. Et je me régale d'observer les abeilles sauvages qui pondent et dont le larve se développe sur différents types de pollen, les pollens indigènes et les pollens exotiques. On passe... Et ici, on a une abeille sauvage qui est toute petite. Celle-ci, c'est un Lasioglossum. Et on voit les grains de pollen sur le Lomelosa critica. On passe... Ah oui, hop, dans la photo d'avant, mais c'est pas grave. On envisage d'étudier la diversité des insectes sur une plante donnée en adoptant un protocole qu'on appelle le protocole SPIPOL. C'est marrant, il manque une photo là. Quelqu'un a grignoté ma photo. Pas grave. En adoptant le protocole SPIPOL. SPIPOL, ça veut dire suivi photographique des insectes pollinisateurs. Et c'est un protocole de sciences participatives lancé par le Muséum d'histoire naturelle. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis en France, c'est absolument super, parce que ça motivait toute une partie du grand public à commencer à observer avec un autre œil les insectes et à commencer à les identifier, et ce n'est pas une mince affaire. Donc pendant 20 minutes, on s'assied et on photographie tout ce qui bouge. Donc ça donne ça, il y avait des hyménoptères, ici il y a des coléoptères, on passe, il y a des papillons pagailles, toujours sur le Lomelosa dans notre jardin, et on passe, on a un autre papillon, donc un Moro 5, ça il est pour le nectar évidemment, c'est sympa, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que le début de la chaîne alimentaire, et si on enlève la trompe, qu'on arrache les antennes, qu'on tire sur les ailes, on se retrouve avec un joli morceau de viande. Et ce morceau de viande, il sert à nourrir les petits des fauvettes qui vont dans leur nid. Et avant qu'on soit au stade de l'imago, c'était une chenille. On passe et on arrive à cette chenille qui est dans le bec d'une mésange charbonnière. Donc, alors j'ai enlevé plein de diapos, moi aussi, parce que je n'avais pas le choix. Mais c'était toute une chaîne. Il se trouve que je fais des photos sur le nourrissage des petits et que quelquefois, on a des scènes inattendues. Donc là, en fait, j'ai un nichoir. Et je fais un relevé entomologique de tout ce que les mésanges amènent. Et puis après... il y a tous les petits qui font un bruit fou. Et sitôt que la mésange se barre, il y a des étourneaux qui viennent là sur la branche et qui sont prêts à bouffer les petites mésanges sitôt qu'elles sortent. Alors c'est la suite de la chaîne alimentaire qui part du pollen. Et par hasard, parce que je fais des photos de tourneaux, ce n'est pas l'oiseau le plus marrant, mais je fais plein de photos des tourneaux. Une fois, j'étais dans mon combi Volkswagen que j'avais transformé en affût et il y avait des olives tombées au sol là et je photographiais des étourneaux et il y a un faucon cresserelle qui est venu bouffer les tourneaux devant moi. C'est la suite des chaînes alimentaires, toujours à partir du pollen et du nectar. C'est pour imaginer que cette introduction de plantes qui viennent d'ailleurs et qui permettent d'assurer la continuité des ressources en nectar et en pollen, elles n'ont pas qu'un impact visuel pour nous, elles ont un impact pour les insectes. Et c'est que le début, c'est impératif. Sans ça, il n'y a plus de vie. Donc il n'y a pas une question, est-ce que c'est bien ou c'est mal ? C'est impératif pour le futur. On passe. Donc, face au changement climatique, on étudie la phénologie des plantes et on a quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est l'observation mensuelle des interactions selon l'origine des plantes. Ça donne quoi? Une espèce de calendrier spatial multidimensionnel. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais je vais vous demander de passer environ une photo par seconde. Décembre, Sicile. Février, Grèce, c'est l'origine de la plante.
Et à chaque fois, une espèce différente. Mars, Algérie, Maroc, c'est dans le jardin. Avril, Anatolie, Eucera longicornis. Mai, Sardaigne, mon abeille rouge. Juin, Crète, Amégie agarula. Si je pouvais, je vous en parlerais. Juillet, Andalousie. Août, Chypre. Septembre, Liban. Octobre, Afrique du Sud. Wow. Novembre, Turquie. On s'arrête là. On a une femelle d'une abeille sauvage que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'il y a plein d'histoires derrière. C'est ce nouveau regard sur le paysagiste, ce nouveau regard du paysagiste sur un écosystème qu'on va créer et qui va amener, on parle de santé psychologique et physique pour l'usager des espaces verts. Imaginez pour les enfants si on leur explique comment ça fonctionne. Donc, on a une femelle. La femelle, elle récolte du pollen. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des pains de pollen dans un nid, en l'occurrence dans le sol, de manière à pouvoir pondre dessus pour que ces larves deviennent des collettes futures. Or, la collette du lierre, bien nommée, n'est réputée récolter du pollen que sur le lierre. Très bien. On appelle ça une espèce monolectique. Monolectique, pourquoi? Parce qu'il y a 3 groupes d'abeilles sauvages, monolectiques, oligolectiques, polylectiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lectique, ça vient de lego, du grec « je choisis », et mono, un seul, oligo, plusieurs, poly, plein. Alors, notre abeille du lierre serait réputée monolectique. Et où est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant parce que cet exemple-là a été répété et rabâché partout et partout dans des documents que vous avez eus sous les mains et que vous avez cru en prenant comme argent comptant, alors que c'est un mensonge. Et on a essayé de vous faire croire que les plantes indigènes sont nécessaires à planter dans les jardins parce qu'il n'y a que elles qui attirent les insectes sauvages, alors que c'est faux. Et cette abeille Colette du lierre ne fait aucune différence entre les espèces végétales indigènes et exotiques. Elle est opportuniste et elle consomme, la femelle, elle récolte du pollen, aussi bien sur la clématisse, du rubus, du lotus, du colchicum, du hieracium, du soliga, du medicago, du miletus, du trifolium, de l'odontites, du caluna, d'Erica russet et de la renouée du Japon. Catastrophe! Et en plus, elle adore. Au jardin botanique de Gans, en Autriche, ils ont mis des collettes du lierre à côté de lierre et à côté de renouée. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis, parce que ce n'est pas la renouée du Japon qui produit pas de pollen, mais c'est la renouée de Bohême. Les collettes du lierre vont systématiquement sur la renouée du Bohême, ce qui fait poser des questions. Un nouveau regard sur les plantes exotiques, parce que jusqu'à maintenant, on a créé un biais, on a créé un tableau Excel avec une seule colonne. On a mis sur cette colonne les impacts négatifs des plantes exotiques envahissantes. On a oublié une colonne qui concerne les impacts positifs des plantes exotiques envahissantes. Je suis là, entre autres, pour faire l'apologie de la renouée du Japon. Et je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais je vais développer le sujet à l'amphithéâtre. Charles Flao, très connu à l'Institut botanique de Montpellier, le 6 décembre à 14h30. On passe, et cette Colette du lierre, on a 5 minutes, génial, on va s'éclater. Cette Colette du lierre, elle migre, elle était autrefois uniquement méditerranéenne. Avec le changement climatique, elle est en pleine expansion, elle est partout en Angleterre, en Allemagne. Et en migrant, elle fait de l'autostop migratoire. On passe. Et on arrive au terril d'Abaretz. Le terril d'Abaretz, c'est une mine d'étain historique depuis l'Antiquité. C'est un gros tas de sable qui fait 80 mètres de hauteur sur 400 mètres de large. Il n'y a pas de lierre qui pousse. C'est la plus grosse concentration de collettes du lierre de France. Et il s'y passe quelque chose de bien. On passe, on a des femelles qui sortent du nid et qui regardent à gauche et à droite pour vérifier s'il n'y a pas de mâle. On passe et on a des mâles qui consomment du nectar sur les calunes qui sont partout. C'est la plante indigène envahissante sur l'écosystème du terril d'Abaretz. On passe et on a quelque chose de particulier.
on a ici sur le dos, sur le thorax de la colette du lierre, des larves d'un coléoptère qui s'appelle Stenoria analis, qui est des larves qui ont des mandibules particulièrement faites pour s'accrocher aux poils du thorax de la colette du lierre mâle. On passe, parce que ça c'est le nid du coléoptère. Avec les larves, il y en a 1000 ou 2000, et elles dégagent une odeur qui correspond à l'odeur des phéromones de la colette femelle. Le mâle est irrésistiblement attiré. Il s'approche, et à ce moment-là, hop, ils bondissent et ils chopent les poils du thorax. On passe, et à ce moment-là, on a la boule copulatoire. Et la boule copulatoire, c'est particulier chez les colettes. Les mâles se battent, il y a une femelle au milieu, vous imaginez, les mâles se battent pour essayer d'avoir la meilleure place. Et à ce moment-là, la larve de Stenoria analis, le coléoptère, passe d'un individu à l'autre, et l'objectif, c'est d'arriver sur le dos de la femelle. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il va pouvoir descendre dans le nid en ayant la femelle comme vecteur, se laisser tomber sur le pain de pollen qui est au fond, dévorer la réserve de pollen nectar qui a été récoltée par la colette du lierre femelle, dévorer ensuite la larve en cours de croissance de la colette, et du trou, du nid de colette, s'envole un petit coléoptère pas très doué pour le vol, parce que finalement, il n'a pas besoin d'énormément de mobilité. Il est inféodé à la colette du lierre, et il confie sa mobilité à la colette qui est en pleine migration, d'où la notion d'autostop migratoire. Et pour finir l'écosystème, on a des calunes partout et on a des toiles d'araignées partout, et les araignées attendent qu'on ait l'émergence des coléoptères. On passe et on a un coléoptère pris dans sa toile d'araignée. On y va. Et on arrive à cette interrogation sur la migration assistée. Les plantes qui viennent du sud, qu'on veut faire remonter vers le nord, dans les jardins, et qui peut-être serviront de point de dissémination également dans la nature. Autrefois, c'était tabou comme sujet, mais c'est peut-être non pas le problème, mais la solution future. Eh bien, ces plantes, elles ont un problème. Elles ne sont pas adaptables à toutes les conditions de milieu. Les plantes méditerranéennes, toute notre diversité de plantes de garrigue, aiment les sols pauvres, rocheux, bien drainés. On est au jardin botanique de Kew, et c'est bon, on arrive à l'avenue de Paris à Massy, où la paysagiste Mélanie Drevet, vous irez voir son site internet, a créé des conditions particulières de sol pour accueillir une espèce de steppe méditerranéenne où on retrouve du lomélosia que nous étudions particulièrement dans notre jardin. On passe. Donc on a fait un faux protocole SPIPOL pour analyser rapidement les insectes. C'est incroyable. C'est comme avec que des espèces exotiques sur l'avenue de Paris à Massy. Mais exotiques ou indigènes, qu'est-ce que c'est l'avenue de Paris à Massy? C'est tout artificiel. Il n'y a rien de naturel. Et là, l'intérêt, c'est qu'on a un véritable corridor de biodiversité qui fait une pénétrante en ville. Et les insectes, ça donne ça en vrac, on passe, et ça donne ça, on reste là, et hop, on revient, et ça reste là, et c'est pas tout à fait en vrac parce qu'on retombe sur des fleurs de lomélosia et sur des bourdons. Et la dernière photo est une mouche, Siccus feruneus. Et cette mouche, elle est directement liée au bourdon. Pourquoi? C'est une voltigeuse. Elle vole à toute vitesse, dans tous les sens. Elle peut faire des accélérations foudroyantes, s'arrêter comme ça, tourner à droite. Elle est plus douée en vol que les bourdons. Et tout l'intérêt pour elle, c'est qu'elle a besoin des bourdons. Donc elle suit les bourdons en vol, elle suit, et les femelles pondent en vol un œuf sur le corps d'un bourdon. Et cet œuf est muni d'une structure capillaire qui fait que ça se colle tout de suite. Et l'œuf éclot, il devient une larve qui rentre dans le corps du bourdon. Et la larve, elle a plusieurs stades de développement. Et elle commence par consommer l'hémolymphe. Et au bout du 3e stade, elle s'intéresse aux organes vitaux du bourdon. Et pas trop vite, parce qu'il faut qu'elle puisse grossir, la larve, dans le corps du bourdon. Et petit à petit, le bourdon s'affaiblit et meurt. Et heureusement, comme son exosquelette en chitine ne va pas se dégrader, ça fait une enveloppe magnifique de protection pour la pupe de la mouche qui va se développer dans le corps du bourdon. Et au printemps suivant, on a du corps du bourdon, issu de la diversité de plantes exotiques introduites sur l'avenue de Paris à Massy, on a des petites mouches qui s'envolent. Merci.